Un grand merci pour votre présence. Vous êtes très nombreux à avoir répondu favorablement à l'invitation. Vous êtes tellement nombreux que et le CAUE 50 et le CAUE 14 ont dû refuser, malheureusement, bien sûr, des participations. On est désolé, mais ça nous invite et ça vous invite à organiser une prochaine session, pourquoi pas sur un autre territoire également. Merci pour votre présence. Petit rappel, on va essayer de tenir les délais de 17 heures parce que nous avons certains intervenants qui ont beaucoup de routes et qui doivent repartir, raison pour laquelle on commence un petit peu plus tôt que prévu sur le programme. Mais c'est tant mieux parce que ça laissera un petit peu plus la parole à nos intervenants. Vous allez voir, ils sont passionnants, passionnés et ils ont beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à partager. Alors nous avons ici deux éminentes représentantes des CAIE que vous connaissez probablement. Et oui, si, bien sûr, mais c'est toujours leur modestie habituelle que vous connaissez. Mais moi, je sais le travail, je sais qu'elles œuvrent depuis des semaines, voire des mois pour cette journée. Et on est vraiment, vraiment heureux que ça ait pris forme aujourd'hui. Le soleil est là, voilà, on a visité de beaux lieux et puis on va découvrir de belles choses. Je laisse d'ailleurs la parole à Elsa Quintaval qui est chargée d'études paysagistes au CAUE 14 et qui va faire peut-être une petite synthèse de ce que nous avons vu ce matin. Elsa ? Exactement, alors petite synthèse sous forme de questions et d'interrogations et voilà, de ce qu'on a pu voir ce matin, des choses très diverses. Donc nous l'espérons qu'ils vous ont questionné et surpris peut-être parfois. Donc nous avons découvert en premier lieu un cimetière qui nous a fait voyager presque outre-Manche par son aspect de parc à l'anglaise qui est bien éloigné des cimetières classiques minéraux. Nous avons pu remarquer comment le végétal, l'aménagement des cheminements, des espaces permettent de donner une toute autre ambiance à un cimetière. Certes, ce n'est pas le cimetière de chacun d'entre vous, l'échelle est importante, mais ce cimetière, on le trouvait intéressant pour tous les micro-espaces qui sont créés et que l'on peut imaginer s'adapter à une échelle plus modeste. Ce cimetière nous fait réfléchir à la manière de concevoir les espaces dans un cimetière, à la façon de le végétaliser et de faire évoluer les pratiques d'entretien du tout chimique qu'on retrouve bientôt, qu'on n'a plus aujourd'hui. Cette visite nous a permis également de nous reposer la question de la place des nouvelles pratiques funéraires, comment les intégrer de manière qualitative à nos cimetières existants et également comment anticiper ces nouvelles demandes dans nos nouveaux cimetières. Ensuite, nous avons visité donc le cimetière dormant de Caen, qui nous a montré qu'un cimetière peut être un lieu riche en patrimoine, en histoire locale parfois insoupçonnée. Comment valoriser ces éléments ? Que faire de son cimetière lorsqu'il n'y a plus de place ? Et comment peut-il devenir autre chose en composant avec le temps et avec le végétal ? Enfin, la métamorphose du cimetière historique de Verson nous questionne sur la façon dont un cimetière peut évoluer vers un nouveau genre d'espace public, entre un site sacré, un site public et un site historique. Merci beaucoup Elsa pour cette introduction et autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre, enfin qu'on va essayer d'aborder, mais en tout cas merci beaucoup pour cette introduction. Cécile Guillopé, alors que vous connaissez également, qui est paysagiste conseil au CAUE 50. Je sais que lorsque vous avez imaginé, pensé cette journée, il y a eu l'idée des visites, mais aussi c'est rajouté cette idée d'aller un petit peu plus loin, de poser, de créer un cadre général de réflexion et pourquoi pas essayer aussi de répondre à certaines questions. C'est comme ça aussi que vous avez pensé cette journée. Aujourd'hui, il fonctionne, il faut juste le coller près du manteau. Aujourd'hui, il y a des collectivités de toutes les tailles et des collectivités qui ont des projets tous différents. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, parce que la porte d'entrée de l'aménagement d'un cimetière n'est pas du tout la même, qu'on soit une petite commune, une grande commune, qu'on ait un cimetière autour de l'église, qu'on ait un cimetière qui soit à l'extérieur de la ville, ou des fois revenu dans la ville, bien sûr. Et l'idée de la place du végétal aussi. Et du coup, l'idée était que vous entendiez des choses différentes et que vous puissiez avoir à travers des tables rondes ou des causeries, des débats. Voilà, l'idée c'est que il n'y a pas qu'une solution, on ne peut pas aménager son cimetière avec une unique solution, sinon nos cimetières seraient tous les mêmes. Or, ils sont déjà très différents puisqu'ils sont attachés à un lieu, ils sont attachés à un paysage, ils sont attachés à des usages. Et puis là, aujourd'hui, on a le 50 et le 14, et ne serait-ce que dans ces deux départements-là, il y a des choses très différentes. Voilà, ce matin, ce qu'on a vu, c'est la place du végétal. Je pense que vous êtes tous d'accord que les cimetières qu'on a vus étaient
particulièrement riche par rapport à la place du végétal. Et c'est pour ça que on a invité Cathy Bias-Morin de Versailles, parce que la ville de Versailles est vraiment riche d'une expérimentation du végétal et on souhaitait qu'elle participe très vivement à nos tables rondes. Donc, je propose de lui laisser la parole. Merci beaucoup Cécile. Alors justement, Cécile fait tout le boulot, elle fait même les transitions. Merci beaucoup. Quand je dis voilà d'éminentes personnes, merci beaucoup. Alors effectivement, vous avez fait le choix d'avoir un grand témoin. Vous avez sollicité Cathy Bias-Morin, qui nous fait le plaisir d'arriver là, tout juste de Versailles, à peine le temps de prendre un petit café et c'est parti. Donc vous êtes directrice de la direction des services espaces verts de Versailles. Alors d'abord qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire les espaces verts de Versailles et peut-être ce que ça ne veut pas dire. Oui. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à laquelle j'ai répondu, me semble-t-il, il y a 6 mois. Donc c'est vrai que vous avez mis un long moment pour cheminer et donc j'ai maintenu. Voilà, donc, parce que je suis attachée au Cotentin, donc je suis très contente d'être parmi vous. Alors nous, à Versailles, quand on parle de la direction des espaces verts, ça n'est pas le château. Donc je vous rassure, je ne m'occupe pas des espaces verts du château. On a tous les ennuis, on va dire, d'avoir un très beau château qui reçoit 7 millions de touristes par an qui vont se déverser dans la ville. Parce que c'est vraiment ça, hein, vous avez des gares et tout le monde arrive le matin et tout le monde marche pour aller vers le château. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire rester le touriste à Versailles pour qu'il puisse dépenser son argent, pour être très franche. Coucher au moins une nuit à Versailles pour que les hôteliers et les restaurateurs soient satisfaits et que ça nous donne un petit peu plus de finances parce qu'on est une ville forcément qui a quelque chose d'un peu doré. Vous avez toutes les grilles du château qui ont été refaites là en ce moment, alors on voit que ça c'est très clinquant. Moi quand j'ai récupéré la direction des espaces verts et la gestion des cimetières, j'avais pas beaucoup d'argent, donc on en parlera un peu plus et donc vous avez cette image clinquante de Versailles qui n'est pas celle que j'ai, moi, en tant que gestionnaire. Ça représente quoi cette direction en termes de collaborateurs? Vous dirigez, je crois, une équipe de 85 personnes, c'est ça? Voilà, donc à Versailles, on est 85 personnes, donc ce ne sont pas uniquement des jardiniers, mais ce sont une cinquantaine de jardiniers, 12 qui sont dans les cimetières également, puis paysagistes, alors peut-être aux grandes dames de certains bureaux d'études qui seront là, mais on fait aussi appel à des concepteurs privés, un responsable du patrimoine arboré, on a une équipe pédagogique liée à l'environnement pour travailler dans les écoles, et puis toutes les qui touchent à la conservation des cimetières. Voilà. Il y a aussi un concept qui est développé qui pourrait intéresser d'autres communes ou d'autres villes, c'est le conservateur jardinier. Finalement, hein. Ça, vous avez 2 postes comme ça, je crois, de conservateur jardinier. Voilà, donc sur Versailles, on a 4 cimetières et nous avons, donc ça fait 18 hectares et demi. Il y en a un très grand qui s'appelle le cimetière des Gonards, qui fait 12 hectares et demi, où là, on a vraiment les grosses équipes de jardiniers qui sont là. Et puis après, il y a 3 autres cimetières, dont 2 qui font 1,2 et 1,5 hectares. Et donc, quand j'ai pris le poste, quand j'ai récupéré la gestion écologique des cimetières, le maire avait fait vraiment ce choix de me donner la gestion écologique, donc de passer du service concession à état civil au service espace vert, enfin la direction des espaces verts. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 gardiens conservateurs qui étaient en place. Et finalement, ceux qui étaient dans les petits cimetières, ils ne faisaient pas grand-chose. Parce qu'on avait moins de 30 enterrements par mois. Donc en gros, ça faisait entre 30 et 50 enterrements par mois. Donc moins on va dire un enterrement par jour. Donc administrativement, ils n'étaient pas débordés. Et donc, ils avaient le temps de pouvoir entretenir leur cimetière. Voilà. Et donc, ça a été de jouer sur la polyvalence des gens et d'essayer de les remettre sur d'autres missions que celles qu'ils avaient au démarrage. Donc ça, c'est tout un accompagnement au changement des équipes et de pouvoir essayer d'avancer dans ce sens-là, puisque dès qu'on passe en 0 pesticides, l'herbe pousse, et particulièrement en ce moment, comme partout. Et donc, c'est les faire intervenir pour débroussailler, puis réintroduire de la nature dans nos cimetières.
Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais je crois que voilà, la résistance au changement était forte. Et vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé votre venue, ça n'a pas été simple. Voilà. On peut rassurer tout le monde ici dans cette salle, tous les élus et tous les techniciens qui les accompagnent. C'est pas simple, évidemment, de faire accepter ce changement aux agents. Non, rien n'est jamais simple quand vous avez face à vous des agents qui ne sont pas forcément formés à faire différemment que de passer des produits phytosanitaires. Donc, et la plus-value qu'ils avaient à le faire, elle était grande, puisque en gros, ils travaillaient le matin et l'après-midi, ils faisaient autre chose. Voilà. Donc ça, et puis, ils étaient beaucoup plus tranquilles. Ça veut dire qu'ils passaient, puis pendant 1 mois et demi, 2 mois, ils étaient tranquilles. Donc c'est un petit peu les remettre à travailler complètement différemment. Et donc, la première année, parce que la première année a été très dure, et j'ai été largement soutenue par mon maire, qui s'appelle François de Mazières, qui est vraiment investi dans le domaine, et par mon élu à l'environnement, Madame Ordas. Pour les remercier, on est parti visiter les cimetières paysagers de Bayeux, le cimetière des journalistes qui avaient eu les victoires du paysage. Si vous ne le connaissez pas, parce que j'ai vu que ce n'était pas dans votre programme, c'est un très joli cimetière, petit, qui est juste à côté du cimetière conventionnel, on va dire, de Bayeux, et juste en face du cimetière du Commonwealth de Bayeux. Et donc, j'ai amené les équipes de jardiniers des cimetières visiter les cimetières de Bayeux. Et puis après, on a été au cimetière de Colleville, pour moi, qui est quelque chose de très fort. Et puis, on a été au cimetière allemand aussi. Je voulais qu'ils voient encore autre chose comme cimetière paysager. Et on a été accueillis par la ville de Caen, au cimetière parc, et qui était vraiment à l'époque, donc ça devait être 2010, en pleine réflexion sur le passage au zéro pesticide. Donc, on leur a apporté un peu d'espoir, on va dire. Et donc, je regrette de ne pas avoir pu venir avec vous ce matin, parce que j'aurais bien aimé revenir voir le cimetière parc et puis les autres cimetières. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est un accompagnement tout le temps au changement, quel que soit, dès que vous changez votre façon de faire, où que ça soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, il faut se donner des coups de pied aux fesses. Voilà. On rappelle Versailles, 88 000 habitants et une proportion espace vert habitants assez importante, peut-être largement même au-dessus de la moyenne nationale. Alors c'est parce que dans les 85 personnes, vous avez paysagistes, patrimoine arboré, vous avez 4 conservateurs de cimetières, vous avez des maçons, j'ai une équipe de maintenance et aire de jeu, donc ce n'est pas des jardiniers purs. J'ai 4 personnes qui sont à l'équipe maintenance, aire de jeu et mobilier urbain. J'ai une équipe pédagogique qui ne fait que de l'éducation à l'environnement dans les écoles, et ils sont 3. Donc si j'enlève à chaque fois, j'ai une responsable événementielle parce qu'on fait une très grosse fête des plantes qui s'appelle Esprit Jardin, qui a lieu début mai, qui accueille 30 000 personnes. Donc il y a quelqu'un qui est voué à ça. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Et avec on bricole souvent. On fait de la récup, par exemple. Là, on a fait la fête des plantes. C'était le 5-6 mai. Tout le gazon de plaquage qu'on a pu reprendre, on l'a mis directement après sur des allées de cimetières qui étaient gravillonnées. Voilà, donc tout de suite, les agents avaient préparé en amont. On savait qu'on allait pouvoir récupérer du gazon. Et à chaque fois, on fait comme ça. On est là avec des amoureux des arbres, des amoureux de la biodiversité, notamment le CAUE 50 avait organisé la fête de l'arbre. On ne va pas égrener de nombreux chiffres, mais en voilà un, moi, qui me paraît parlant. Versailles, c'est un arbre pour 4 habitants. Ça, c'est encourageant. Oui, non, c'est formidable. Ça inclut aussi les parcs forestiers qu'on a. On a 8500 arbres en alignement. Quand vous venez à Versailles, ce qui marque le paysage, c'est les 3 grandes allées qui ont été créées par André Lenôtre pour venir de Paris et découvrir Versailles et le château. Donc, à l'époque, c'était vraiment une volonté de Lenôtre d'avoir ce patrimoine vert qui était beaucoup plus bas que ce qu'il n'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est sur des grands alignements de platanes. Double alignement de platanes, c'est la plus grande avenue de France. On est bien au-delà de l'avenue des Champs-Élysées. Et puis, donc, c'est très important, très impactant. Et après, il y a toutes les rues, on va dire, et les boulevards qui sont des axes secondaires et qui sont taillés souvent en taille architecturée, 3 faces avec du tilleul. Voilà, donc on essaye de mettre de plus en plus de la diversité. On avait organisé il y a 1 an un colloque sur la gestion de l'arbre et sur la biodiversité au sein des arbres d'alignement.
parce que ça me semble fondamental de ne pas se tromper. Vous avez eu la graphiose de l'Orme, sur lequel la Manche et le Calvados ont été particulièrement touchés. Plus vous avez une même espèce au sein de votre patrimoine, plus il tombe très vite. Ce qui nous arrivera, donc ce qui s'est passé pour toutes les haies qui étaient dans les, tous les ormes qui étaient dans les haies. En ce moment, il y a la calariose du frêne. Et vous êtes atteint, puisque moi j'ai une maison dans le Cotentin et j'ai vu que mes frênes étaient déjà atteints, alors que la maladie vient de l'Est. Et c'est vrai que le frêne a pas mal remplacé l'orme, donc je m'inquiète un peu sur le devenir du paysage en Normandie de nouveau. Et donc c'est d'intégrer tout de suite dans vos alignements d'arbres autre chose qu'une même espèce. Donc c'est vraiment à réfléchir. Et dans vos cimetières, profitez-en. C'est quelque chose de beaucoup plus facile à faire dans un cimetière que dans un alignement d'une rue paysagère. Nous, on est vraiment en train de le mettre en place à Versailles. Ça bouscule tout le monde. On a fait un gros travail avec l'architecte des bâtiments de France et l'architecte des monuments historiques, les inspecteurs des sites, parce qu'on travaille vraiment main dans la main. C'est compliqué pour eux d'entendre qu'ils ne vont pas avoir le même arbre. Pourtant, si vous regardez les platanes du canal du Midi, il y en a 6000 qui sont par terre. Et aujourd'hui, le canal du Midi n'a plus aucun sens en termes de paysage. Vous ne voulez plus aller faire la descente du canal du Midi, ou la remontée plutôt, parce que le paysage n'existe plus. Et que vous aviez un alignement qui était somptueux de platanes. Et parce que c'est que du platane, quand vous êtes atteint par un champignon, c'est définitif. Et nous, quand on sera atteint par le même champignon, ça sera dramatique à Versailles. Mais comme à Caen, il y a aussi des alignements là, qui me semblent en platane sur certains endroits. Et en fait, c'est le chancre coloré du platane sur lequel il n'y a aucune solution. Donc on abat tout. Et c'est un décret ministériel, donc il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de traitement, il n'y a aucune discussion. Et c'est un champignon qui se développe et qui se transmet beaucoup par l'eau aussi. Très bien, Cathy Bias-Morin, vous restez avec moi parce que vous avez participé à la première table ronde. Non, mais on a le temps et c'est pour ça aussi que vous êtes présente, c'est pour qu'on vous écoute et qu'on vous pose des questions. N'oubliez pas, on parle de causerie. Nous, on aime bien parler de causerie plus que table ronde, parce que table ronde, il y a un esprit un peu descendant. Vous nous écoutez, les personnes ici auraient le savoir. Non, on est vraiment dans une causerie, donc vous n'hésitez pas. Vous intervenez, vous levez la main, on vous apporte un micro, vous pouvez poser une question, vous apportez une réflexion, un témoignage. On est vraiment dans cette idée d'échange. C'est très important pour vous, pour nous, pour pas que ce soit juste un mode conférence. On est vraiment à votre écoute. Avant de débuter, j'aimerais quand même, à travers Elsa et Cécile, qu'on applaudisse les CIE qui nous réunissent aujourd'hui à travers cette belle journée. Bravo Elsa, bravo Cécile, merci beaucoup. Merci à vous. Cathy Bias-Morin, je vous en prie, installez-vous. Je vais inviter les prochains intervenants, Jean-Jacques Ernaud à me rejoindre, et puis Jean-Charles Desèze, si vous voulez bien me rejoindre, je vous en prie, asseyez-vous, voilà. Je vous en prie, installez-vous. Voulez-vous mettre là? Mettez-vous là, mettez-vous dans la lumière. Là, mettez-vous là, vous allez être mieux. Très bien. Alors, vous l'avez vu dans le programme, première table ronde, le cimetière, un espace public à part entière, avec point d'interrogation, sans point d'interrogation. On verra ensemble. Donc, je suis, vous l'avez compris, en compagnie de Cathy Bias-Morin, directrice de la direction des services espaces verts de Versailles, Jean-Charles Desèze, à ma gauche, qui est architecte du patrimoine, et Jean-Jacques Ernaud, qui est également architecte et conseiller au CAUE 50, CAUE de la Manche. Alors, un espace public à part entière, j'aimerais qu'on débute sur cette question, Cathy Bias-Morin. Pour vous, on peut parler d'espace public à part entière, parce que vous gérez l'ensemble des espaces publics de Versailles. Cimetière, espace public à part entière. Allez, on y va, je pose la question de but en blanc tout de suite. Alors, espace public, bien sûr, puisque les cimetières, pour moi, sont ouverts tous les jours de l'année à Versailles. Les jours fériés, 1er de l'an, etc. Donc, c'est un espace qui est ouvert à tous. Qu'on arrive à contrôler aux voitures pour certains de nos cimetières. Et nous avons, dans le réaménagement d'un de nos cimetières, créé un jardin d'accueil. Ce n'est pas un jardin du souvenir, c'est vraiment un jardin d'accueil sur lequel on incite les familles à se réunir peut-être juste avant la commémoration ou la mise l'inhumation, pardon. Et l'idée, c'est que soit vous venez après, soit vous venez avant, soit vous venez lire
dans le cimetière. Soit vous venez vous recueillir tranquillement, soit vous venez prendre un bain de soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous venez déjeuner, vous voulez faire une pause tranquille. Vous pouvez vous poser dans ce jardin. On a des gens qui viennent parfois courir, on a des gens qui viennent se promener. Et on a été plus loin encore, puisqu'on a eu une démarche de gestion du patrimoine funéraire et de faire découvrir aux Versaillais et aux visiteurs le patrimoine funéraire de Versailles avec la création de guides, avec le nom de personnes qui pouvaient nous sembler intéressantes ou avoir des sépultures qui, au contraire, étaient très intéressantes. Vous avez créé un circuit, d'architecture. C'est un circuit finalement qu'on peut suivre. Oui. 300 mètres carrés, c'est ça le jardin? Oui, 300 mètres carrés, il a coûté 45 000 €. Voilà. D'accord, bon, voilà, comme ça c'est très précis, vous avez tous les chiffres. Vous me disiez, bon, bien sûr, créer un lieu à part entière, créer un lieu d'espace public, il y a cependant des limites, hein, on peut rassurer les personnes présentes dans la salle. Vous me disiez une fois, il y a une jeune femme qui était venue pour se faire bronzer, bon, là ça va peut-être un peu trop loin dans un cimetière, se faire bronzer, il a fallu peut-être recadrer les choses. C'était trop agréable finalement, votre cimetière. Voilà, en fait quand vous viendrez, à Versailles, hein, parce que je vous invite vraiment à venir. Et puis, si vous venez, je vous fais une visite particulière. Faudra pas hésiter à me contacter. L'idée, c'est que vous avez un cheminement et vous avez des vues sur Versailles parce que vous montez sur le haut du cimetière et vous avez des vues extraordinaires sur la ville. Et vous avez des endroits qui sont complètement bucoliques. Là, juste la semaine dernière, on a trouvé 2 orchidées sauvages, dont une espèce que je n'avais pas encore vue sur Versailles. Voilà. Donc c'est plutôt agréable, on va dire. Et vous êtes dans des lieux où les gens aujourd'hui réapprennent à venir, pas uniquement pour les inhumations, mais pour contempler et se faire plaisir. Voilà. Alors, une biodiversité insoupçonnée, on y reviendra avec Dominique Poirier de Cherbourg, parce qu'effectivement, ça peut retrouver des espèces qui avaient disparu. Jean-Jacques Arnaud, je sais que vous aussi, vous êtes très attaché parce que vous menez avec le CAE un travail là, de longue haleine sur les églises et leurs cimetières, avec votre connaissance du territoire, votre connaissance de ces espaces, espace public à part entière, j'ai envie de vous poser la question, ça vous parle si on dit espace public à part entière, un cimetière? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on n'irait pas jouer au ballon dans un cimetière, on comprend très bien le souci de ce point de vue-là. Le cimetière, il est lié avant tout à une histoire des hommes, c'est un lieu, l'église s'est construite, les cimetières s'est construit. On parle souvent de patrimoine pluriel, en fait. Une église, son patrimoine végétal, les ifs, notamment, mais pas que. Il y a aussi, effectivement, vous parliez tout de suite là, des haies bocagères. Bon, les haies bocagères ont fait partie de l'ambiance des enclos paroissiaux pour protéger les édifices contre des vents dominants, contre la pluie. Souvent, quand on se promène, on découvre des fois des grands points de vue depuis une église sur un grand paysage. Là, on comprend très bien qu'il y a une pièce qui manque. On a certainement eu autrefois un rideau d'arbres qui protégeait l'édifice et probablement par souci de bien faire, on s'est dit on enlève le rideau d'arbres pour pouvoir avoir une vue sur le paysage, pour mettre en relation le paysage et l'édifice. Bon, ça, c'est des questions où il faut être très vigilant sur ces opérations-là parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, dans cet espace du cimetière, toutes les logiques sont liées les unes aux autres, que ce soit logique bâtie, logique végétale. Nous, on observe de ce point de vue-là sur les édifices, parce que là, pour le coup, je vais parler un petit peu, je vais ouvrir une parenthèse sur les églises, une constante, une récurrente problématique au niveau des pieds de bâtiments. Ce qu'on appelle les piédestaux. Les piédestaux, c'est-à-dire qu'on avait un bâtiment, au moment de sa construction, avait bien évidemment une pièce extrêmement intéressante du point de vue sanitaire, qui permettait, une pièce végétale pour le coup, une forme de glacis, qui permettait effectivement, autrefois les bâtiments étant couverts en chaume, on avait des égouts libres, donc l'eau déversait sur le pied de mur, et on avait ces principes d'exutoire très naturels, qui fait que l'humidité allait vers le cimetière et pas vers le bâtiment. Le problème, c'est qu'avec le temps, bien évidemment, ces pieds d'édifices ont été extrêmement dégradés par l'aménagement des cimetières, par tout un tas de raisons. On a, grosso modo, on va dire 3 phénomènes. On y reviendra sur ces phénomènes. Oui, on y reviendra sur ces phénomènes. Mais celui que vous vouliez évoquer, là, un qui est très important et que j'ai découvert avec vous, c'est que finalement, on s'est servi de la terre qui était sur ces piédestaux pour aller combler un peu les cimetières, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait,
implanter une sépulture sur un sol qui est incliné, c'est un petit peu compliqué. Donc on a pris effectivement on n'allait pas chercher de la terre autre part, on prenait la terre sur place et on a refait des assiettes horizontales pour mettre les sépultures. Effectivement, le conférencier nous le disait ce matin sur le cimetière normand, au plus proche de l'église. Et effectivement, l'implantation des sépultures a bouleversé cette logique très tôt, hein, d'ailleurs. Les recharges de sol, on en connaît au XVIIIe siècle sur des édifices un petit peu savants. Dès lors qu'on refaisait une couverture en chaume, on refaisait des empiètements, alors pour le coup peut-être en dallage, qui sont parfois aussi problématiques pour d'autres raisons. Mais en tout cas, on faisait cette recharge de sol pour redonner au bâtiment une logique qui correspond à la logique de l'empiètement, donc la logique du cimetière avec l'édifice. Ouais. On essaiera de revenir sur ces questions qui sont, à mon sens, fondamentales. Vous évoquiez les piédestaux, vous évoquiez les ifs. On a vu dans le cimetière de Verson ce magnifique if, alors qu'on ne sait pas dater à ce jour, mais il fait bien partie du patrimoine, cet if. Sa silhouette est comme la silhouette de l'église, c'est un monument. Et c'est vrai que quand on regarde le pied de l'église, le pied de l'if est, je dirais, presque du même acabit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande difficulté à intervenir dans les cimetières. Je prendrais juste l'exemple de l'accessibilité, par exemple. On a des ifs qui ont les doigts de pied coupés, on va dire. Tout le système racinaire est amputé parce qu'on a voulu faire une accessibilité. Et là, on met en péril, en fait, un sujet. Toujours dans l'esprit de bien faire, mais évidemment, on veut faire une accessibilité, mais il faut faire très très attention à ça. Le pied de l'arbre est aussi important que le pied de l'édifice pour son aspect sanitaire, pour sa survie tout simplement. C'est effectivement très, très intéressant de voir à travers cet aspect. Jean-Charles Le Sez, alors vous avez eu, lorsqu'on a échangé cette très jolie formule, je vous demandais si c'était un espace public à part entière, vous m'avez dit c'est un espace public entièrement à part. Est-ce que vous pouvez développer, parce que je trouve ça très intéressant? Oui, tout à fait. Il me semble... Effectivement, vous avez repris la formule, j'aurais voulu m'en servir, mais tant pis, vous l'avez sorti avant moi. Bon, effectivement, pour moi, pour avoir visité un certain nombre de cimetières, à droite à gauche, je suis toujours saisi quand je rentre dans un cimetière. Parce qu'un cimetière, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu sacré, c'est un lieu d'attente, un lieu de repos, un lieu de méditation. C'est un lieu qui nous pose une question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on est là et quelles sont nos fins dernières. Et je pense que c'est très important dans la mesure où, au cours de l'histoire, puisqu'on parlait de l'histoire des lieux et des habitants, au cours de l'histoire, le cimetière a toujours été considéré comme un lieu à part et sacré. On ne va pas aller dans nos histoires de western où il est interdit de rentrer dans certaines zones parce qu'il y a des squelettes installés sur la montagne sacrée. Mais néanmoins, le cimetière est un endroit qui nous relie à nos croyances, à nos angoisses, à nos attentes, et aux souvenirs. C'est-à-dire que même si on ne croit pas, quand on va dans un cimetière, on porte la mémoire des personnes que l'on a aimées. Elles vivent à travers nous ce moment privilégié du recueillement que l'on peut avoir dans un lieu dans lequel ils dorment, à l'ombre d'une église. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans les cimetières, il y a des lieux israélites, il y a des lieux musulmans, il y a des lieux... et autrefois, il y avait aussi un lieu profane pour les gens, pour les pendus, qui était tout à fait à part. Ou même, si on veut avoir un côté un peu plus spirituel, pour les enfants. On a encore vu dans les cimetières qu'on a vus le coin des anges. C'est ce que j'ai trouvé une très jolie formule. Dans mon petit cimetière de ma commune, ce cimetière se relie à une histoire, mais j'allais pas dire qui remonte au début de notre propre histoire. Il y a un cimetière mérovingien qui se trouve à côté de l'église, dont les tombes sont tournées vers l'ouest, alors que l'ensemble des tombes de cimetière
sont tournés vers l'Est, en attente de la résurrection et de la venue. Donc on voit que on ne peut pas dire que ce n'est pas un lieu neutre. D'ailleurs, dans les enclos qui se trouvaient dans les enclos paroissiaux, bon, il y a deux types d'enclos. Hein. Il y a les cimetières qui sont dans les villages, et puis il y a les cimetières qui sont hors village. Et ça depuis fort longtemps. D'ailleurs, même les lieux de culte eux-mêmes étaient ou au centre du village ou très à part, pour des raisons qu'on peut imaginer, entre autres des problèmes d'épidémie qui ont passé à travers. Quand on regarde l'histoire des peuples, on voit que indéfiniment on a des pestes, le choléra, etc. Et que ce n'est pas uniquement au 19e qu'on s'est préoccupé d'écarter les cimetières des centres-villes. Ça a existé. Dans le Bessin, il y a plein de cimetières qui sont avec l'église, en dehors du village, sur un point haut, éventé. Bon, tout ça, voilà. Moi, je pense que ces enclos étaient clos de petits murs pour empêcher les chiens et les animaux de rentrer. Et quelqu'un a dit très justement, très justement, je ne sais pas, mais ça m'a interpellé ce matin en me disant, dans les cimetières, il y a des ifs, parce que ça évite que les animaux, c'est poison, et ça évite que les animaux y entrent. Dans les enclos paroissiaux bretons, peut-être dans certains coins, on a des petites margelles au niveau des passages, parce qu'il faut enjamber, et les chiens sont interdits. D'ailleurs, on en parlait encore ce matin pour le parc paysager d'Ardennes. Il y a un problème, c'est les gens qui se promènent avec leurs chiens. Hein, donc voilà, tout ça pour dire que c'est un lieu symbolique. C'est un lieu symbolique dans lequel on retrouve un certain nombre d'éléments pérennes et permanents, comme le signe de l'espérance et de la résurrection avec le calvaire qui se trouve toujours au milieu du cimetière. Et on en a vu ce matin qui était restauré. Comme l'if, qui est un arbre qui ne perd pas ses feuilles, donc qui est immortel, et sous lequel le conseil de fabrique vient tenir ses réunions. Et souvent, il y a un ambon, il y a un lieu de répartition à l'intérieur tout à fait hiérarchisé dans le cimetière. Souvent, autour de cette croix de cimetière, on retrouve les prêtres. On l'a revu encore ce matin. On retrouve les personnages importants, plus ou moins au pied de l'église, puisque c'est toujours d'être le plus près possible de l'église. Enfin, on retrouve un peu tous ces symboles-là, qui effectivement méritent d'être approfondis. Et d'ailleurs, on parlait ce matin de comment évoluer un cimetière. Moi, j'ai été très frappé de voir que dans un certain nombre de cimetières ruraux, en particulier, dans la Manche, on a des espaces herbés, très simples, avec jeux et des croix, souvent en fonte, et peu d'espace. Et il y a un ou deux monuments à part, qui est la chapelle funéraire de la famille noble du coin et de quelques bourgeois, mais sinon, ça reste très calme. On a, à partir du XVIe siècle, on a des tombes en granit magnifiques au niveau de Vire, des grandes pierres tombales plates qu'on le retrouve, qui sont très simples, qui correspondent à une société particulière de cette époque. Et effectivement, 17e, 18e, on voit apparaître les chapelles intérieures, et on peut dire aussi que le cimetière est un reflet social de l'époque dans lequel il s'insère, dans lequel il vit. Justement, c'est très intéressant de voir la modification qu'on a vue ce matin, puisqu'en fait, c'est un témoignage, c'est une écriture, c'est finalement des cimetières,
qui nous relie au passé, au présent et au futur. Alors, on en parlait effectivement ce midi avec... Non, mais c'est très intéressant. On en parlait ce midi avec des personnes du CAUE. C'est une question très intéressante et on verra si on pourra aller jusque-là. Mais Cathy Bias-Morin, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, on parle de patrimoine aujourd'hui, de cœur de bourg, d'espace public, de cœur de ville. Hein, vous avez 4 cimetières en cœur de ville. Comment on fait pour qu'il y ait cette cohabitation et pour que cette histoire maintenant s'écrive avec la ville, avec ces cimetières. On l'entendait ce matin, on les a rejetés, puis maintenant ils reviennent. Comment ça fonctionne ? Alors, je pense qu'on a beaucoup communiqué, nous, sur les cimetières, depuis le passage en gestion écologique. Et d'ailleurs, les jardiniers qui travaillaient dans les cimetières n'étaient jamais visités par nos élus en dehors du 11 novembre. C'est pour vous donner un peu l'idée que le cimetière était peu visité. Et aujourd'hui, si on parle des cimetières, en tout cas nous en zone urbanisée, c'est parce qu'on passe en gestion écologique et qu'on redécouvre tout le patrimoine funéraire qui est vraiment très intéressant. Nous, on a 2 cimetières qui sont juste après la Révolution. Donc finalement, c'est pas très ancien par rapport à ce qu'on peut découvrir dans la Manche ou même dans le Calvados ou ailleurs, en milieu plus rural ou semi-rural. Et finalement, on a une appropriation des lieux puisqu'on a des gens qui viennent aujourd'hui se promener. On est en cœur de ville. Sur le plus grand cimetière, on est limite de la forêt domaniale de Versailles. Donc c'était les anciennes chasses de Louis XIV. Et en fait, on a mangé de la domanialité sur la forêt. Et on se rend compte que les gens viennent dans les cimetières au départ pour se recueillir. Et en milieu urbain, les gens sont de plus en plus intéressés par avoir des lieux de tranquillité. Et les cimetières en sont. D'abord parce que vous avez peu de véhicules ou pas du tout de véhicules qui circulent dans les cimetières, qu'on les paysages de plus en plus, et que vous avez très peu de populations qui viennent de toute façon s'y recueillir. Puisque nous, le gros de la population vient pour la Toussaint. Et après, vous avez les habitués qui sont là de façon récurrente et que les jardiniers, les conservateurs connaissent bien. Et on a mis des vidéos en ligne de nos cimetières, on a mis nos plans avec tout le patrimoine funéraire à voir en ligne aussi sur le site de la ville. Et c'est intéressant de voir que maintenant, nous, on a dû accueillir plus de 550 villes avec des journées techniques, avec Planté-Cité, entre autres, et pour expliquer ce qu'on faisait. Et du coup, les personnes, on en parle dans le journal municipal, on en parle on a fait des émissions avec Stéphane Marie, Silence ça pousse, on a fait 2 émissions sur les cimetières. Je veux dire, il y a 5 ans, on n'imaginait pas ça. Je pense qu'on est en train d'avoir le déclic, et ce qu'ont fait les anglo-saxons, vous allez, alors moi je pense que je n'ai pas forcément le même état d'esprit que vous, monsieur, c'est-à-dire que dans les cimetières, quand vous êtes en Irlande, quand vous êtes en Angleterre, quand vous êtes en Écosse, eh ben, vous allez vous promener dans les cimetières. Moi j'étais étudiante et je travaillais à Londres, on allait dans les cimetières le week-end et on se posait dans les cimetières. Et c'était au cœur de Londres. Versailles, coup, juste, alors, je repose une question et je vous donne la parole. J'étais pris à partie. J'ai tout à fait la même approche que vous sur certains points, puisque j'adore me promener dans les cimetières, personnellement, parce que c'est un lieu de calme, de recueillement et de méditation. Je trouve ça très très fort. Et j'ai été interpellé ce matin par la réflexion du conseil municipal de la ville de Caen en 1880, je ne sais plus combien, 6, s'opposant à la mise en place de bancs dans les cimetières pour pas que ce soit un lieu banalisé. C'est intéressant parce que, en fait, comme je vous le disais, les cimetières sont un témoignage de l'époque dans laquelle ils ont été faits, dans laquelle ils vivent et qui continuent aujourd'hui, et qu'on arrive dans une société de plus en plus laïcisée, dans laquelle il y a effectivement un changement dans la symbolique du cimetière. Ça, il faut l'avouer. Enfin, ça n'empêche que si on aime le calme des cimetières, c'est aussi parce que
c'est un lieu magique, quoi. Ouais. Justement, Katis Baes-Morin, est-ce que la réponse, c'est celle que vous commencez à apporter ou que vous apportez de différents espaces, finalement? On parle d'un jardin public. Vous me disiez que ça va jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui viennent pique-niquer dans des cimetières, en famille. Et ça ne vous pose pas de problème? Il y a une cohabitation, ça fonctionne bien, ça marche bien? Alors, l'endroit du pique-nique, c'est notre petit jardin qui est à l'entrée du cimetière. Et donc, il se trouve qu'il y a une entreprise qui est à côté, que les personnes de l'entreprise ont découvert ce site. Moi, les jardiniers, s'ils veulent faire leur pause du midi dans le jardin du cimetière, il n'y a aucun problème. Ou s'ils veulent déambuler avec leur sandwich ou leur gamelle, il n'y a pas de problème. Je sais que la ville de Brest avait organisé, je crois, il y a 2 ans, des concerts pour la Toussaint. Donc, vous voyez qu'on est en train de se démocratiser, de se laïciser, je dirais encore plus. Je reviens de Copenhague, où évidemment je suis allée visiter les cimetières. Et là, vous êtes vraiment dans un cimetière-parc. Vous entrez dans le cimetière et vous le traversez. C'est-à-dire que vous allez, comme dans un jardin, vous allez avoir une entrée, une sortie, et vous déambulez, même en vélo. Et du coup, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un vrai jardin, pour le coup, avec une biodiversité qui est remarquable. Donc c'est vrai que je pense qu'on est sur un changement complet du regard de la nature en ville et qu'on va de l'espace public au bout du bout, qui est le cimetière. Jean-Jacques Arnaud, je sais que vous êtes très attaché à cette notion de cadre de vie, de cœur de vie. Vous parliez de cœur de vie. Les cimetières, les églises font partie du cœur de vie. Bah oui, parce que c'est une focale en fait. Quand on arrive dans un village, ce qu'on regarde en premier, c'est le centre-bourg, le cœur de bourg. Et c'est la silhouette de l'église, c'est la silhouette de l'IF, le cimetière. C'est pour ça qu'on parle de patrimoine pluriel. Aujourd'hui, parler des églises sans parler des cimetières, ce serait vain. Malheureusement, je dirais en France, on a un petit peu cette façon de faire où on isole les choses les unes des autres. Et on s'aperçoit que... en tout cas aujourd'hui, quand on pose la question sur l'entretien d'une église ou sur la question de la gestion d'un cimetière, que si les choses étaient plus liées les unes aux autres, ce serait un petit peu plus évident, un peu plus facile. La question du patrimoine, vous parliez tout à l'heure des grilles du château de Versailles, effectivement dorées, clinquantes. Cette question-là, elle n'est pas qu'à Versailles, elle est aussi dans nos campagnes. Et aujourd'hui, il est plus facile peut-être pour des collectivités d'imaginer la restauration d'un mobilier à l'intérieur d'une église fait de dorures. C'est chic, une dorure, ça fait patrimoine. Et pour le coup, c'est un peu plus compliqué d'aller imaginer mettre une somme de 1000 ou 1500 € sur un diagnostic pour un IF. Alors que l'IF est un patrimoine au même titre que l'église. On a des exemples comme ça dans le département où des tours clochers devaient être restaurées et devant un bouquet d'IF, catastrophe. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? La tour clocher dont je parle, c'est un exemple très précis, je ne vais pas citer la commune, mais on avait très probablement à l'origine une petite chapelle avec un porte-cloche en pierre. Le clocher est venu avec le temps, il y a très peu de temps, il y a 150 ans. Les ifs étaient là avant, les ifs ont poussé, sont venus embrasser presque ce clocher. Qu'est-ce qui se passe quand on doit refaire un clocher ? Est-ce que la logique ne serait pas plutôt de revoir le projet architectural, c'est-à-dire tout simplement défaire la flèche du clocher pour mettre peut-être un petit terrasson en zinc et permettre à l'IF, aux IF en tout cas, d'être préservés dans leur silhouette. On a toujours cette malheureuse phrase où les élus nous disent un IF c'est pas grave, les branches on coupe, ça repousse. Et ça c'est très très compliqué d'un point de vue culturel, d'un point de vue du patrimoine. La question du budget, moi j'aimerais bien qu'elle soit aussi sur le patrimoine végétal parce que l'architecture on en a drôlement besoin et on le voit tous les jours. Je vous parlais tout à l'heure des pieds d'édifice, mais le cœur du projet d'une restauration, c'est bien faire ce lien entre le paysage. Aujourd'hui, ce qui se passe, je parlais tout à l'heure des dégradations en pied de bâtiment, toute l'eau, tout le ruissellement d'eau de pluie et des façades de bâtiments est généralement coincé en pied d'édifice. On a beau refaire des étanchéités en partie haute, refaire des enduits, refaire des jointoiements à la chaux, si cette question-là n'est pas réglée, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, parce qu'on sera toujours obligé de revenir. On a des remontées capillaires extrêmement fortes. Ce qu'on propose, en tout cas dans nos petits conseils au CAUE et qu'on mène avec Cécile autour de la question des cimetières, c'est de mettre en lumière la question de la restitution de ces piédestaux. De faire une recharge en pied de bâtiment pour retrouver un exutoire
tel qu'il était autrefois. On regarde les cartes postales il y a encore 100 ans, on retrouve ces pièces qui aujourd'hui sont manquantes, et on va, alors pour le coup, ce qui est génial, c'est qu'on va travailler le bâtiment d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue structurel, parce que vous imaginez bien que si on a dégradé les sols, les pierres, on dit souvent que les bâtiments anciens n'ont pas de fondation, heureusement qu'ils en ont, enfin ce ne sont pas des fondations en semelle de béton armé, mais il y a des lits de pierre, si ces pierres-là sont dévoilées, il y a risque risque mécanique sur la structure de l'ouvrage. Donc en permettant une recharge, on permet de travailler le bâtiment d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue structurel, de remettre en valeur le bâtiment par rapport à ce qu'il a été, de proposer un enherbement. Là, le projet il est extrêmement intéressant du point de vue ne serait-ce que de l'architecture. Si on a un peu d'archéologie dans un mur d'église, effectivement, on ne peut peut-être pas forcément faire pousser une strate herbacée très très haute. On va peut-être avoir quelque chose de très rare. Par contre, si on a un sol un peu disgration, on va peut-être pouvoir se permettre d'avoir un projet d'enherbement peut-être un petit peu plus haut et de mener en fait cette question autour de la préservation des édifices en remettant en valeur. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment aller vers le paysage du cimetière et vers une gestion bien plus aisée que d'aller s'embêter à aller désherber mécaniquement les petits brins d'herbe, ainsi de suite. Oui. Par rapport à la protection du patrimoine funéraire, en fait, je pense qu'il faut sensibiliser nos élus. Et de plus en plus, je pense qu'on a une vraie recherche historique à faire sur ce patrimoine funéraire. À Versailles, on s'est rendu compte qu'on avait des très belles chapelles. Et à un moment donné, on manque de place dans les cimetières. Donc on se dit, est-ce qu'il faut détruire ces chapelles, détruire des très belles concessions aussi qui ont pu être altérées par le temps. Et ce qu'on a fait pour les protéger, on a discuté avec le maire qui est... Bon, alors j'ai eu la chance, c'est qu'il était président de la Cité de l'Architecture à Paris. Donc il était sensible, on va dire, à l'architecture. Ça m'a bien aidé. Mais ça a été de se dire, et c'est assez étonnant, c'est parce que ce sont les maçons jardiniers qui étaient avec moi dans les cimetières qui m'ont dit « Oh non, faut faire attention, il y a vraiment des très belles choses, des très belles chapelles ». Et donc, lors d'une visite avec le maire, on l'a interpellé sur ce sujet. On aurait pu casser ces sépultures, ces chapelles, pour les remettre à la vente. Parce que c'est ça ce qui se passe autour des églises, souvent. Aujourd'hui, c'est qu'on manque de place, et donc on se dit « Est-ce qu'on garde ce patrimoine funéraire ou pas ?» Et là, on l'a fait restaurer et on en a fait des cavurnes à l'intérieur. Donc à l'intérieur des chapelles, on a fait des cavurnes. On n'en a pas fait beaucoup. Donc les gens qui sont là, ils payent le même prix que s'ils avaient une cavurne dans un columbarium plutôt moche. C'est vraiment kitsch. Enfin, je trouve que c'est affreux, moi, ce qu'on fait dans les columbariums. Et en tout cas, là, ça nous a permis de préserver notre chapelle historique. Voilà. Jean-Charles de Sèze, quid de ce patrimoine funéraire? L'exemple de Verson était intéressant ce matin, oui, là, sur la réutilisation. Je voulais absolument rebondir parce que j'étais prêt à vous précéder, mais vous m'avez précédé quelque peu. Effectivement, il y a un problème qui se pose dans les cimetières. D'abord, pour l'histoire de la Terre qui est plus haute au niveau des cimetières que de l'église, il y a deux phénomènes, il ne faut pas les oublier. Il faut regarder les pieds de fondation pour voir à quel niveau se trouve le décrochement de la fondation elle-même, parce que la terre monte. Au fil du temps, la terre monte. Et d'ailleurs, sur le cimetière dont je parlais tout à l'heure, de Cully, les tombes qu'on trouve, on a des empilements de tombes qui descendent très très loin de l'époque mérovingienne par rapport aux dernières couches. Peu à peu, c'est un phénomène connu. Paris, dès qu'on veut faire de l'archéologie, il faut creuser parce que les villes montent, parce que la terre monte en campagne, etc. Mais sur le point des bâtiments funéraires, il y a un gros problème, c'est que c'est des concessions privées. Donc on arrive souvent, quand on discute avec les maires, à dire oh, c'est quand même dommage, là vous avez une série de croix en fonte. Vous avez tout un quartier en croix en fonte qui sont un beau témoignage d'une certaine époque. Peu à peu, elles tombent, peu à peu, elles s'en vont. Ah mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est privé. Et puis après, on fait des levées de concessions et on les supprime. Les belles tombes de 18e en forme de tombeau, en forme de catafalque qu'on a vu aujourd'hui, elles se délitent, elles s'enfoncent un peu sur le côté, mais c'est privé, monsieur, c'est pas à nous de les redresser. C'est pour ça que j'ai admiré ce qui a été fait ce matin. Et c'est vrai aussi pour les chapelles. Les chapelles, elles sont défoncées, les portes sont enfoncées, les vitrages,
les vitraux sont cassés, pour rentrer dedans, rien que pour le génie de mal faire quand il ne reste plus rien dedans. Qui va les restaurer? Dans notre commune, on en a deux, mais elles appartiennent à personne. On a vaguement une concession de 1860 pour l'une qu'on a retrouvée, mais on n'a pas de descendants. Et en fait, on ne les prend pas en charge. Je veux dire qu'on ne va pas avoir de subvention particulière, je peux me tromper, hein, mais on n'a pas de subvention particulière, ni de l'État, ni du département, etc., pour restaurer 2 ou 3 chapelles funéraires ou plus qu'on peut avoir dans un cimetière. Donc, on a cette chronologie des éléments funéraires dans le temps qui sont extrêmement importants, beaux, variés, qui mériteraient d'être inventoriés, mais dont on n'a pas les moyens de le restaurer, et surtout qui sont des concessions privées. Et voilà. Un mot là-dessus, Cathy Bias-Morin? En fait, par rapport aux droits funéraires, quand vous avez des concessions qui sont perpétuelles et centenaires ou cinquantenaires, vous avez une possibilité de les reprendre pour la collectivité si elles posent un problème de sécurité. Et nous, c'est là-dessus qu'on joue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc il y a un constat de reprise qui doit être élaboré en lien avec la police nationale. Puis vous avez un délai de 3 ans pour s'assurer qu'aucune famille ne fait de nouveau appel en disant « ah bah si, c'était bien le grand-oncle qui est là ». Et après, vous pouvez ou vous ne pouvez pas exhumer les corps. Et donc ça, c'est vraiment le choix de la mairie, parce que dans ce cas-là, à partir de cette procédure, les sépultures reviennent à la collectivité. Et donc c'est là où on peut tout prendre en charge. Et si on fait le choix d'avoir une restauration du patrimoine funéraire, on peut le faire. Je pense que les élus connaissent pas suffisamment bien le droit funéraire, donc il faut vraiment se faire épauler par le service des concessions là-dessus. Donc c'est vraiment il y a le code funéraire qui est extrêmement précis, et du coup vous pouvez récupérer ces sépultures anciennes. On va peut-être donner la parole au public. Un mot rapidement. C'est assez lourd. Et on donne la parole au public. C'est assez lourd, et c'est vrai que souvent on a tendance à vouloir faire les choses un peu dans l'urgence. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un cimetière, qu'on voit qu'une croix tombe ou qu'une stalle tombe, on a envie de la restaurer tout de suite, hein, plutôt que d'attendre 5 ans et passer ça à quelqu'un d'autre. Merci. Alors, effectivement, j'évoquais la notion de causerie, d'échange. Des pistes là ont été abordées, lancées. Est-ce que vous avez envie, à ce moment, de réagir, de partager des expériences, de poser des questions à nos intervenants? C'est le moment. Il y a un petit micro qui va circuler. Et bien voilà. Hop. Je vous donne le micro pour que tout le monde vous entende bien. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, monsieur. Jacques Ebrionne, je suis le président de la Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire. Alors effectivement, madame, ce que vous dites me fait chaud au cœur, parce que nous pouvons réussir, si les élus en expriment la bonne volonté, nous pouvons réussir la restauration de monuments funéraires. J'ai longtemps travaillé, elle a été citée ce matin par madame le maire, c'est Francine Aguiton, du secteur de Bressay. Et là-bas, avec les élus du canton de Bressay dans la Manche, il a été décidé d'utiliser le cimetière fermé de la commune historique du Grand Ceylan pour en faire, autour de l'église, un jardin d'art et de mémoire. C'était la formule que Francine affectionnait tout particulièrement, et nous l'avons conservée. Et moi, je me rends compte que nous-mêmes, nous, dans le secteur de Villedieu-les-Poêles, par exemple, nous avons fait de la restauration de monuments funéraires en fonte, parmi des objets les plus remarquables. Et pour ça, on a fait participer la population. Certes, on a demandé aux élus de nous aider financièrement, pour l'équivalent à peu près de la moitié des sommes engagées. Le reste, c'est nous qui l'avons fait. Et puis, on a fait une souscription avec la Fondation du patrimoine. On a organisé des randonnées pédestres, un marché pour une vieille tombe, par exemple. Donc, le fait de dépenser un petit peu d'énergie dans les vieux chemins fait qu'on a pu collecter de l'argent et qu'on a pu réussir la restauration d'une douzaine de monuments funéraires. Et dans chaque lieu, j'oserais dire qu'il y a des monuments à sauver et qu'il est possible, je vois de plus en plus d'élus qui le demandent et qui sont inquiets quant à la destination de ces monuments, comme la conversion des chapelles en columbarium, par exemple. On est en train d'étudier le cas à Avranches actuellement, et bien d'autres cas. Merci pour votre témoignage. Je vais vous donner un micro, comme ça le micro va continuer de circuler. Ouais.
Pour rebondir, nous, notre maire, quand il a pris connaissance du patrimoine funéraire, il nous a même dit, voilà, il faudrait, on s'engage à faire le prix d'une chapelle au prix de la concession d'un caveau simple. Voilà. Et en disant, on va faire une convention avec les gens pour qu'ils s'engagent à restaurer la chapelle et qu'on leur donne, contre le prix de la concession basique, on va dire, une chapelle funéraire. Voilà. Alors pour l'instant, on n'a pas encore eu de prétendant, on va dire. Mais en fait, je pense qu'il y a un vrai travail de communication à faire. C'est-à-dire qu'au service des concessions, il faudrait qu'on ait une photo de la chapelle funéraire à chaque fois et qu'on fasse cette proposition-là. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail de fond à faire au démarrage pour qu'on puisse montrer aux gens et leur dire, voilà, il y a ça. Et c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait des aides parce que du côté du département, on n'a pas grand-chose. Enfin, on n'a rien même. C'est vrai. Oui. Tout à fait. Oui. Nous, on revend un petit peu, plutôt que d'avoir l'idée de casser à chaque fois le caveau pour revendre le terrain, on a fait la proposition de vendre le caveau tel que. Et du coup, c'est gagnant-gagnant et pour la collectivité et pour la famille Pour la qui famille, va enterrer les défunts. Jean-Charles Dessès, un mot Non, mais c'est une petite aparté qui me concerne, tout à fait à part. Je ne sais pas combien il y a d'élus ici, mais soyez extrêmement prudents et faites énormément de recherches par rapport aux gens qui sont concessionnaires des caveaux, parce que j'ai eu personnellement la surprise au niveau des fêtes du centenaire de la guerre de 14-18, d'apprendre par l'association d'anciens combattants de Séméac, près de Tarbes, que mon grand-père était à la fosse commune, alors qu'on avait une superbe tombe, mais la commune, malgré sa recherche, je ne sais pas comment elle a fait, elle l'a affiché à la sortie de la mairie, etc. Et elle l'a revendu au jardinier qui entretenait le cimetière. Et voilà, donc je retrouve avec mes grands-parents et mon oncle à la fosse commune, alors qu'il y avait une tombe qui était là et qui était en parfait état. Alors, au niveau des reventes, vous n'allez pas nous encourager. Je vous incite, en tous les cas, pour la mémoire des familles concernées, de faire le maximum de recherches avant d'y aller. Regard inversé, effectivement, intéressant. Un autre témoignage, une autre question sur un des sujets, soit de cette table ronde, soit de la matinée. Alors, peut-être, s'il n'y a pas tout de suite de questions, j'aimerais qu'on l'aborde, on le développera probablement ensuite, mais cette question de l'enherbement, on sent que ça, c'est quelque chose de très important et qui peut être structurant pour un cimetière. Et alors, je suis d'autant plus content de vous recevoir, Cathy Bias-Morin, c'est que vous n'avez pas, non seulement vous n'avez pas attendu la loi Labbé, mais vous l'avez même anticipé et vous avez participé à sa création, hein, puisque dès 2009, je crois, vous avez travaillé sur cette loi. On peut en dire un mot ? Alors, concernant la loi, donc, le sénateur Joël Labbé avait entendu parler de Versailles parce qu'on a été interviewé avec François de Mazières pour le film qui s'appelle Zéro Phyto, 100% bio, qui est un jeune réalisateur qui s'appelle Guillaume Baudin, qui a fait ce film et qui voulait montrer des collectivités qui étaient déjà allées sur le zéro phyto, donc zéro pesticide, et puis sur le bio dans les cantines. Et donc, il avait interviewé Joël Labbé. Et en fait, Joël lui a dit, va voir Versailles, ils sont précurseurs dans le domaine. Et en fait, nous, on est passé dans les parcs et jardins à zéro pesticide en 2005. Donc, on était vraiment précurseurs. Et comme on est une ville moyenne, on a décidé de passer l'ensemble de la ville à zéro pesticide. D'accord ? Rennes avait été très avant-gardiste et une des premières grandes villes en France à l'avoir fait. À un moment, il y a eu un retour en arrière sur certains quartiers parce que la population n'était pas encore prête à l'époque. Et puis après, nous, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a fait le zéro pesticide en espace vert sur toute la voirie publique, donc les 230 km de trottoir. Donc ça, c'était dès 2006. Et puis dans les cimetières en 2009. Voilà. Et du coup, la loi Labbé, c'était 2015, août 2015 ou juillet 2015 le vote.
Et la loi, c'est donc une application au 1er janvier 2017, l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires dans toutes les collectivités et établissements publics. Et vous avez une application pour les particuliers et une interdiction de vente de produits phyto au 1er janvier 2019. Donc vos riverains, vos citoyens vont se retourner vers les collectivités, vers les bureaux d'études, vers les entreprises pour savoir comment faire de plus en plus. Donc c'est à vous de pouvoir apporter ces réponses. Donc si je reviens au cimetière, moi j'avais effectivement l'expérience de toutes nos allées enherbées, ou plutôt minéralisées qu'on a rebasculées en enherbées, le plus possible, parce que dès que vous arrêtez le produit phyto, l'herbe revient naturellement. Et puis moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que nos cimetières sont sur la nappe phréatique. Et les 4 cimetières de Versailles sont sur des terrains qui étaient inappropriés à la vente. Alors, Versailles, c'est une ville marais. Si on recherche un peu au niveau de l'histoire de la création de la ville, du château, la pièce d'eau des Suisses, on a creusé la pièce d'eau pour mettre tous les déblais sur le potager du roi, qui était un marais puant. On l'appelait aussi marais puant. Et donc, je me suis rendu compte en regardant les cartes hydrologiques de Versailles, et avec le savoir des fossoyeurs, qu'on affleurait la plupart du temps la nappe phréatique. Et donc, spontanément et d'un bon sens, j'ai dit, on réenherbe. C'est-à-dire que quand les jardiniers me disaient, oh là, mais là, il y a plein d'eau, on ne peut pas y aller là, et ben j'ai dit, on plante et on réenherbe. On commence déjà à réenherber, et après on voit ce qu'on peut planter. Donc ça, la première stratégie, elle a été là-dessus. Et puis, ça a été de se rendre compte aussi que plutôt que de vouloir supprimer l'herbe, on l'a réintroduite partout, ou le plus possible. Et on a par moments peut-être rétréci des cheminements. Il y a des moments où on a cherché à minéraliser d'autres endroits pour une accessibilité plus aisée pour les personnes âgées. Mais globalement, on réenherbe les trottoirs aujourd'hui. On fait casser l'enrobé des trottoirs. Et donc les jardiniers font ce travail-là en hiver. Ils cassent l'enrobé des trottoirs et on réenherbe les trottoirs. Parce que je me suis rendu compte que quand on avait un convoi funéraire, on ne marchait jamais sur les trottoirs. On était toujours derrière le convoi, sur la route. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous circulez dans notre plus grand cimetière, vous voyez, je dis jardin, on est derrière, les voitures roulent doucement et puis on se pousse quand il y a une voiture qui rentre. Jean-Jacques Arnaud, sur cette question de l'enherbement, vous me disiez, il faut cependant pas s'interdire d'envisager un mix, finalement. Non, il ne faut pas non plus dire il faut tout enherber, on ne veut plus voir que de l'herbe, des vivaces, etc. J'ai dit ça, moi ? Oui, Jean-Jacques. Vous m'avez dit qu'on ne va pas s'interdire de gravillonner si besoin quelques espaces. De toute façon, il y a une réalité déjà sur l'accessibilité, sur les sites où c'est possible, parce que toutes les églises ne sont pas accessibles. Certains sites sont très difficiles de ce point de vue-là à mettre en accessibilité. Mais effectivement, il y a des sols qui doivent nécessairement rester compactés pour pouvoir faire une accessibilité. L'idée de l'enherbement, nous, je vous le disais tout à l'heure, on l'introduit par cette idée de restituer des pièces manquantes qui parle de l'aspect sanitaire des édifices, mais c'est aussi une dynamique que l'on envoie auprès des élus, avec des travaux qui sont relativement abordables. Même. Ça ne veut pas dire travaux abordables, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de professionnels derrière. On peut avoir un paysagiste concepteur pour se faire aider et au contraire, de se faire aider parce que c'est pas non plus, pas parce qu'on va remettre de la terre végétale que tout va bien se passer, mais de construire ce projet et d'aller vers le cimetière à partir de ce piédestal-là pour ancrer le projet d'enherbement sur un projet stable et de bien dire que c'est pas une mode, c'est quelque chose qui existait il y a pas si longtemps et que nos sociétés modernes ont oublié. La loi de 1905, la séparation de l'Église et l'État, a fait en sorte aussi que la gestion des espaces publics d'une commune, on les a gérés comme l'espace du cimetière. Enfin, pardon, l'espace du cimetière, on l'a géré comme l'espace de la commune. Aujourd'hui, on s'aperçoit que certaines collectivités font le choix de l'enrober pour aller sur cette question de l'accessibilité et de l'entretien. Ça reste très compliqué parce que effectivement, quand vous étanchez des surfaces en sol, c'est tout ce qui appuie dans le sol, tout ce qui fait pression dans le sol qui peut être impacté. Les nappes phréatiques changent de... On en parlait ce matin, détournement des nappes phréatiques. Et du coup, vous avez des sépultures, des caveaux qui sont inondés, des églises qui peuvent avoir un comportement complètement différent. C'est des équilibres qui sont très fragiles et il faut éviter, ne serait-ce que pour l'aspect du
du lieu, du recueillement, est en rapport avec l'histoire du lieu. Le côté un petit peu routier de l'enrobé est vraiment quelque chose qu'il faudrait éviter au maximum aux abords des édifices. Et sur la dynamique, bon, pour le coup, de l'enherbement des cimetières, je livre ça peut-être comme une intuition. On parle aujourd'hui de plus en plus, et à plus forte raison, de l'avenir des églises. Beaucoup d'édifices n'ont plus réellement d'usage. La question de leur entretien reste pour le coup existante. Et c'est vrai que les églises qui n'ont pas de cimetière à côté, donc les églises fin 19e, suite à la loi Napoléon III, sont peut-être plus faciles dans un premier temps à désacraliser et puis à trouver un autre usage. Moi, il me semble que la question du cimetière a son plein pouvoir là-dessus, parce que si le cimetière, mais c'est une fois de plus un sentiment peut-être qui m'est personnel, si le cimetière retrouve son caractère de jardin, de parc, il sera peut-être plus facile à l'avenir pour une église de trouver une autre destination. Et ça, je pense que c'est une question qui est une question de territoire qui nous arrive de façon presque alarmante. Alors voilà. là, Jean-Jacques, deux choses. La première, effectivement, j'avais bien noté, hein, l'enherbement n'est pas un phénomène de mode, c'est une logique ancienne. Oui, voilà. Donc voilà, ça on est d'accord. Et le sujet que vous lancez, alors ça c'est une invitation au CAUE, mais l'usage, effectivement, des églises vers les nouveaux usages, on pourrait faire toute une thématique. Ce matin, on avait dans le paysage, en fond de scène, l'abbaye d'Ardenne, l'IMEC, qui est devenu l'Institut de mémoire des éditions contemporaines. C'est un bâtiment qui a été réhabilité, qui avait un usage religieux autrefois et qui devient aujourd'hui un équipement public, avec cette idée de faire traverser le patrimoine à travers les âges, de redonner cette idée que le patrimoine est quelque chose de vivant et pas quelque chose enfermé dans une armoire toute poussiéreuse. On tient un sujet pour une prochaine journée, effectivement, parce que les églises, que faisons-nous avec les églises? On entend parler même de concerts, et pas uniquement concerts religieux, enfin, oui, tout est possible, mais là, c'est totalement un autre sujet. En tout cas, Madame, Messieurs, je vous remercie pour votre présence, vos témoignages. Je pense qu'on peut les applaudir, et on poursuit l'aventure. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous.